Bonsoir à tous et en tout cas merci d'être venus. Franchement bravo. Un samedi soir à l'heure de l'apéro alors qu'il fait beau dehors. Vraiment je vous suis très reconnaissante. Merci. On va faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps parce qu'une fois que je me mets à parler de design ça peut durer des heures et des heures. Mais je sais que la salle est inconfortable et qu'il y a un apéro qui nous attend quand même après. Donc voilà, alors peut-être que certains d'entre vous se sont dit en voyant le titre de l'exposé, c'est quoi le design? On va enfin apprendre, enfin tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est que le design et vous savez ce que c'est le design. Et d'ailleurs, je suis quand même étonnée, malgré qu'on soit un samedi soir, de voir tant de monde. Je pense que le design, ça intéresse tout le monde et à raison. On est entouré de design. Le design, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Alors par contre, si vous imaginez que je vais vous donner une définition précise et que vous allez ressortir de la conférence en sachant ce que c'est que le design, où ça commence et où ça finit, vous risquez d'être déçus. Je vais vous donner plusieurs pistes de définition. Vous verrez que parfois elles sont même contradictoires, mais c'est comme ça. Alors le design, c'est quoi? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée, a envie de s'exprimer. Est-ce que ça, par exemple, c'est du design pour vous? Chloé? Non, j'imagine. Elle va regretter. Chloé qui est architecte. Et ceci, par exemple, c'est du design, ça, pour vous? Ou ça? Oui, c'est Et ceci, vous reconnaissez? Voilà, Ikea, oui. Est-ce que c'est du design ou pas? Et ceci, par exemple, c'est du design, absolument. Et d'ailleurs, c'est un design déjà assez complexe parce que vous savez qu'une brosse à dents, il y a un truc très compliqué avec les brosses à dents, c'est de recycler. C'est souvent formé de plusieurs plastiques différents. Donc même si vous le mettez dans la poubelle bleue, parce que maintenant on peut les mettre dedans, c'est impossible à démantibuler, il y a trop de parties de plastique différentes. Ça, c'est un truc qui est assez bien fait. C'est un manche tout simple, en bambou, donc qui est une espèce invasive qui se renouvelle quand même pas mal, avec des petites tiges en charbon, en carbone. Et ceci, c'est du design? Oui. Ah oui, ça aussi, ça aussi. Hein, une pelle, un seau, un téléphone, un portable, un ordinateur. En fait, c'est tout ce qui nous entoure. Tous les objets qui sont autour de nous, c'est du design. Donc forcément, on est concerné par cette question du design. Mais alors souvent, quand on pense au design, au magazine de design, etc., on pense souvent à des objets iconiques. Alors ça, l'objet que vous voyez là, ça c'est vraiment une icône du design. Qui sait ce que c'est? Stark. Ouais, bravo Willy. C'est Philippe Stark. C'est un objet qui est super connu. Il y en a peut-être qui l'ont. Est-ce qu'il y en a qui l'ont et qui l'ont essayé? Alors, dites-moi. Ça marche pas. C'est probablement un des objets les plus connus et les plus mal foutus. Vous allez presser votre citron, vous allez en avoir partout, sauf au milieu du verre où vous découvrez ça. Et en plus, l'histoire est tout à fait... anecdotique, mais c'est vraiment pour vous montrer parfois que les designers sont à la limite un peu de se foutre de la gueule des gens. L'histoire de ceci, je ne sais pas si quelqu'un la connaît, c'est Philippe Stark qui déjeune dans une pizzeria avec Alberto Alessi. Vous connaissez les objets Alessi, hein, donc voilà, grande marque. Ils déjeunent ensemble dans une pizzeria, ils mangent des calamars. Et puis ils commencent à parler du presse-agrumes, Stark commence à dessiner, il commence à dessiner le calamar et puis le presse-agrumes. Et une semaine plus tard, il va voir Alberto Alessi avec son dessin et il lui présente le presse-agrumes calamar. Et donc en fait voilà, un des objets les plus iconiques du design, c'est le résultat d'un déjeuner autour d'un calamar dessiné sur un set de table d'une pizzeria. Et ça s'est vendu à des millions d'exemplaires et on le vend d'ailleurs encore toujours. Alors moi je vous propose de faire quand même un petit peu d'histoire. Je ne vais pas vous faire tout un cours d'histoire du design parce que sinon on est parti pour des semaines et des semaines, mais c'est quand même toujours bien de se rappeler certaines choses. Et puis on va se faire plaisir, on va aller voir, on va passer en revue des objets que vous connaissez certainement parce que vous les avez vus dans des magazines, dans des vitrines. J'ai commencé avec ceci. En fait, il y en a qui font remonter l'histoire du design à l'invention de la roue, il y a 6000 ans. Ça c'est un petit peu loin. De façon plus raisonnable, on fait commencer l'histoire du design avec l'industrie, avec la révolution industrielle au début du 19e siècle. Et ce que je vous montre ici, c'est l'exposition de Londres de 1851. Il y avait à l'époque à peu près 13 000 exposants qui présentaient des matières premières, des machines, des produits de l'industrie naissante, donc des produits manufacturés, des produits artisanaux et des œuvres d'art. Et tout ça a été mélangé. Et pourquoi cet événement est important? Parce que c'est à ce moment-là j'allais dire qu'est né, mais c'est pas vraiment né, qu'a été réactivé un vieux conflit. C'est le conflit entre les anciens et les modernes. Et pour le design, la naissance de cette industrie,
on se trouve aussi avec à peu près deux groupes de personnes. Il y a ceux qui croient dans le progrès technologique, dans l'industrie, et qui se disent c'est formidable. Le fait de standardiser la production, ça va réduire les coûts, ça va faire que les objets vont être de plus en plus accessibles, ça crée une nouvelle esthétique, il y en a qui trouvent cette esthétique très belle, et ils se disent, eh bien, il y a un plus grand nombre de personnes qui vont avoir la possibilité d'acquérir ces jolis biens faits par des machines, faits par l'industrie. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui disent, bah, non, attention, 1, la machine peut asservir l'homme, 2, c'était quand même mieux avant, on préfère, on trouve inégalable ce qui est fait par la main de l'homme, ce qui est fait à la main, manuellement, et donc on est un petit peu contre. Ce monsieur-ci, Christopher Dresser, c'est un de ceux qui croient dans le progrès de l'industrie et dans l'idée de... Bonjour Brigitte, mais ça fait plaisir. Ça va et vous? Je ne suis pas en retard, mais vous avez commencé un peu plus tôt, m'entendez? Ah ben Je le dis parce que je suis souvent en retard, mais 7h30. Ma collègue Brigitte, pendant des années, et qui effectivement est souvent en retard, mais là c'est moi qui ai commencé à oui. Bon, venez, ça fait plaisir, venez, installez-vous. Merci. Donc voilà, Christopher Dresser, vous voyez une de ces théières. Vous voyez que là, on est dans des formes déjà un peu industrialisées, hein, rigoureuses. On voit que c'est fait par la machine, c'est tout droit. À la même époque, donc ici, on est en 1879, ici, on est même un petit peu plus tard, on est en 1900. C'est un certain Augustin Debain à Paris. Et donc là, on voit bien, pour le même objet, une théière, là, on est dans une façon fait main. Et donc là, est-ce qu'on est dans du design ou pas, selon vous? Je ne sais même pas quoi vous répondre. Peut-être que oui, peut-être que non. Et vous allez voir tout au long de l'exposé que le design flirte aussi avec l'artisanat. L'artisanat, l'art ou les arts appliqués. Et donc vous voyez qu'à la même époque, on continue à produire les deux. Et il y a des gens qui vont préférer une théière comme celle-ci, qui est beaucoup plus travaillée, qui va être plus chère aussi. Ou une théière comme ça, qui est beaucoup plus industrialisée, beaucoup plus accessible. Et donc les deux cohabitent. Alors ceci, qui fréquente les bistrots ici? Brigitte. Nicolas et Delphine aussi. Tout le monde connaît cette chaise. Tout le monde l'a vue, elle a été produite à des millions, je ne sais même plus combien parce que ça n'arrête pas. Elle est toujours produite, la chaise Tonnet. Est-ce que quelqu'un a une idée de quand ça date? C'est vieux, hein, comme objet. 1879. Ah, presque. 1859. Bien joué, c'est encore plus vieux que ça, mais presque, parce que tout le monde pense toujours que c'est le début du siècle, mais c'est beaucoup plus ancien que ça. Et donc ça, c'est un des premiers objets qui est un petit peu entre l'artisanat et l'industrie. C'est un des premiers objets Ikea, je vais dire. En fait, c'est formé, il y a 6 morceaux de bois, 6 pièces de bois, pas plus, et 8 vis. Et c'était livré, emballé à plat, et les gens le montaient eux-mêmes, en mettant les petites vis. Et on est en 1859 quand même. Et alors là, pourquoi je vous dis que c'est à cheval entre l'industrie et l'artisanat, c'est qu'en fait, vous voyez, pour faire ces pièces en bois, on a les pieds qui forment le dossier et qui redescendent. Et donc c'est du bois courbé. Et à l'époque, en 1859, comment ils font ça? Ils mettent dans un four à vapeur ces pièces en bois qui deviennent toutes molles et puis ils le cintrent sur une lame en métal. Et donc ça se faisait encore à la main. Il fallait aller très vite parce que le temps de séchage allait assez rapidement. Et donc ça se faisait encore à la main. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus industriel. D'ailleurs, on l'a fait aussi en version plastique, hein, cette chaise. Mais à l'époque, c'était juste entre les deux. Alors, je vais passer très vite. Hein, je vous dis, on va passer quelques objets iconiques. Au tournant du siècle, donc vers 1900, les architectes sont aussi des designers. On les appelle des ensembliers. C'est-à-dire qu'ils font l'ensemble de votre maison. Ils font à la fois l'architecture de l'enveloppe de la maison, mais aussi tout le mobilier qui va dedans. Les tables, les chaises, les lits, les tapis, les poignées de porte. Donc, ils font à peu près tout. Ici, l'architecte qui est écossais, Charles Rennie Mackintosh, a créé cette chaise pour une maison. On voit que c'est une chaise qui est inspirée de l'architecture. Et donc chez nous, en Belgique aussi, hein, vous connaissez un des grands ensembliers, c'est Horta, pour l'Art Nouveau. Ici, vous avez un exemple de Henri van de Velde, qui arrive un petit peu plus tard, donc c'est un petit peu plus tard que l'Art Nouveau, mais on a de nouveau cette tradition de l'ensemblier, l'architecte qui fait l'ensemble des meubles. Ici, vous voyez, il a fait les bibliothèques intégrées. D'abord, il a fait la maison. C'est une photo de chez Henri van de Velde, à Weimar. On voit qu'il a fait les caches radiateurs, les petites chaises, les guéridons, tout le mobilier qui va dans la maison. Une des grandes influences au début du XXe siècle aussi, c'est la machine. On voit dans la chaise d'Hoffmann, donc ici c'est un architecte autrichien. On voit que ce mouvement de modernité et d'industrialisation commence à se répandre un petit peu partout en Europe. Hein. Donc on a vu la Belgique, on a vu
Écosse, et donc ici on est en Autriche. Et puis on fait un bond dans le temps, parce qu'on n'a pas trop le temps de s'attarder sur toute l'histoire. Ça, vous la connaissez certainement aussi, cette chaise. Voilà. Alors, si vous faisiez un vrai cours ou un résumé d'histoire du design, il faudrait s'arrêter sur la place des femmes dans le design, parce qu'il y en a. Et ici, Charlotte Perriand, c'est elle. C'est une des femmes du design qui a vraiment beaucoup compté. Elle est née en 1903, elle a fait ses études dans les années 20, et en 28, elle s'est associée avec quelqu'un dont vous avez tous entendu parler, c'est Le Corbusier. Et donc elle va beaucoup travailler avec Le Corbusier, avec Pierre Jeanneret, qui était un associé aussi, et donc elle va participer à la création de ce mouvement moderne. Elle va d'ailleurs co-créer avec toute une série d'artistes, de designers, d'architectes, le mouvement qui s'appelle l'Union des artistes modernes, et qui voulait justement que cette modernité, elle rentre dans les foyers. Elle voulait absolument partager cette nouvelle esthétique industrielle, standardisée, moderne, avec le plus grand nombre. Et donc voilà, ça c'est évidemment une chaise iconique qu'on voit parfois dans des magazines, dans des belles maisons, des beaux lofts. Vers la même époque, Marcel Breuer, vous voyez cette modernité presque brutaliste comme ça, hein, des arêtes très dures, le matériau ici, le métal. On fait du métal, ce sont des tubes vides et courbés. Donc là, on voit que le progrès technologique donne lieu à des nouvelles formes. Marcel Breuer, il est d'origine hongroise, après il va migrer aux États-Unis. Et on voit que dans d'autres parties, ici on est dans le nord de l'Europe, dans les pays scandinaves, avec Alvar Aalto, qui est finlandais. Et là on voit que c'est à peu près la même époque, c'est un petit peu plus tard, mais on voit que les formes s'adoucissent. Dans le nord de l'Europe, on est aussi emballé par l'industrie qui permet, ici notamment, de faire ce bois courbé. On a vu Breuer avec son métal courbé, ici on voit le bois courbé. Et on est dans des choses des formes plus organiques, plus adoucies. On est dans l'utilisation de matériaux naturels, le bois, qui pousse beaucoup dans les pays du Nord. Et donc vous voyez qu'on peut s'engager dans la modernité, mais avoir un langage assez différent. Cette chaise vous rappelle quelque chose? Comment? Il y a une chaise Ikea qui a... Exactement, oui. De bois plat courbé. Bien entendu, exactement. J'ai oublié son nom. Voilà, et ça? Eh bien, ça, c'est Alvar Aalto aussi. Et vous savez de quand ça date, ça? C'est un modèle qui a 90 ans, donc ça date de 33. Et la chaise qu'on a vue précédemment, tout comme ceci, donc c'est chaque fois, on est encore dans cette tradition des architectes qui font le mobilier avec la maison ou avec l'immeuble. Ceci, il a créé pour un sanatorium, et donc c'était des chaises longues pour mettre sur la terrasse pour que les malades puissent aller s'allonger et profiter du soleil. Donc vous voyez cette forme inclinée, donc ça c'était pour ce sanatorium, et ceci c'était des tabourets pour une salle de conférence dans une bibliothèque à Viipuri. Donc vous voyez que vous êtes mal assis, mais là pour les conférences à la bibliothèque, c'est encore. Ça, tout le monde connaît, on le voit, c'est réédité chez Vitra. Ce sont les Eames. Les Eames sont un couple de designers, des gens qui ont révolutionné le design et dont vous connaissez la plupart des créations parce qu'on voit ça un petit peu partout. Réédité par Vitra aujourd'hui. Si vous voulez avoir un intérieur branché, eh bien, il y a ces chaises, la chaise du président, là aussi, hein, chairman. Pour le plaisir, donc on avance toujours dans le temps, on est dans les années 60 avec une autre femme, Gaia Lenti, une Italienne qui a réussi à se faire imposer comme designer en Italie, dans un pays où les hommes prenaient bien leur place, hein, mais elle a réussi à s'imposer quand même, elle est même devenue vice-présidente de l'association des designers italiens. Et toujours en Italie, dans les années 60, un objet iconique aussi, c'est la chaise de Gaetano Pesce, la Donna, Up5 on l'appelle aussi. Alors, on reconnaît les formes de quoi là? La femme. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, la femme? Une grosse poitrine. Oui, elle a une grosse poitrine, absolument. Voilà. Donc c'est un peu les symboles un peu clichés, facile. Et au bout du fauteuil, là, on voit quoi? En fait, c'est un pouf pour mettre les pieds, une ottomane, on appelle ça. Et en fait, c'est un boulet. Est-ce que Gaetano Pesce, qui est un designer italien, mais qui était féministe, ce qu'il essaye de montrer, c'est en fait la femme d'abord qui se résume à un cliché, et puis qui malgré tout est quand même toujours attachée aux boulets qui sont les tâches ménagères, son rôle dans la société, etc. Donc c'est un objet qui est un objet de discours aussi. C'est pas juste, en plus c'est très confortable, mais c'est pas que ça, c'est aussi raconter quelque chose. Le design en fait est le reflet de nos préoccupations. Là on est en 69, les femmes s'émancipent,
on réclame plus de liberté, c'est interdit d'interdire, donc on est absolument dans cette ambiance-là dans les années 60, on est un petit peu dans le pop aussi, hein, on le voit avec ses couleurs très joyeuses. Et puis si on avance encore un peu dans le temps, là je vais vite, on est dans les années 80 avec le postmodernisme. Ici en Italie, le mouvement du postmodernisme, c'est Memphis. Alors postmodernisme, ce sont ceux qui s'opposent à ce modernisme qu'on a vu très fonctionnel, industriel, très droit. Ici, ce sont des couleurs qui explosent dans tous les sens, c'est l'expression libre des designers dans des objets très colorés. Ça, c'était Ettore Sottsass, Michele De Lucchi, dont on vient de terminer l'exposition, qui travaillait déjà, il y avait une vingtaine d'années là, De Lucchi, et donc qui a fait partie de ce mouvement Memphis aussi. Et dans les années 80, eh bien, c'est le début aussi de la carrière des star-architectes, hein, Stark, qu'on a vu tout à l'heure avec son affreux presse-agrumes. Ici, il a fait une affreuse chaise pour les cafés Coste, mais comme c'était les cafés Coste, ça a eu un succès pas possible. Et donc l'éditeur Dryade a aussi fait fortune avec cette chaise. Voilà, ça c'est une autre chaise de Stark. On l'a beaucoup vu aussi hein, dans la presse, celle-là, en plastique, hyper désagréable. Je ne sais pas si vous êtes déjà assis dessus, on transpire tout de suite, c'est l'horreur. Et alors celle-ci, ça c'est du design, c'est de l'industrie, mais c'est quand même fini à la main, il y a quand même un vrai travail, hein, c'est tout rifté à la main, c'est de l'aluminium, c'est un objet qu'on aime ou pas, c'est Mark Newson. Mark Newson, c'est un designer australien qui adore faire du surf, un grand surfeur, et donc on voit ça un peu, hein, dans cette esthétique un peu bloc comme ça. Et est-ce que cet objet vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà vu? Il apparaît dans un clip de Madonna. C'est peut-être pour ça que cet objet est devenu assez spécial, on va dire. Parce que je m'arrête dessus parce qu'il a été vendu aux enchères. Je vais vous prendre un prix, il a peut-être augmenté depuis, mais en 2010. Est-ce que quelqu'un a une idée du prix auquel s'est vendue cette chaise longue chez Simon Curie à Londres? Allez, on ouvre les enchères. Brigitte, vous donnez combien? C'est cher, je le dis déjà. Qui dit mieux? 10 millions. Non, quand même. 2 millions. 2 millions d'euros pour cette chaise. 2 millions. Mais il est possible que ça se vende à 10 millions maintenant. Hein. Voilà, on est dans un monde un peu... Et du coup, c'est vrai que quand on se trouve... Oui, Elle est unique ou bien... Non, il y a 7 exemplaires. C'est une bonne question, parce que là, on est dans du design, ce qu'on appelle collectible. Donc, effectivement, c'est une version, c'est une édition limitée. C'est 7 exemplaires, effectivement. Il est possible que le même exemplaire, un autre de la série, se vende même jusqu'à 10 millions. Quoi. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'on se demande, c'est quoi ça? Est-ce que c'est encore, quand on a chez soi une espèce de chaise longue à 2 millions, à 2 millions, est-ce que j'ai dit maintenant 2 millions, est-ce qu'on s'assied encore dessus? Enfin voilà, est-ce qu'on laisse les gosses s'approcher de l'objet, ou est-ce qu'on met ça sous vitrine? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est du délire? À quoi ça sert? Donc on sent hein, que le design, c'est quand même, ça pose quand même des questions, c'est à cheval entre plusieurs catégories. Et donc je comprends qu'on se pose la question de c'est quoi le design. Alors, on a tourné un peu autour de ce que c'est pas, ce que c'est parfois. Il est temps d'approcher une définition. Alors je prends bêtement celle du Larousse, qui est signée par Roger Talon. Alors, Roger Talon, c'est un designer industriel. Et donc on se demandait, tiens, quand on a des objets comme ça très chers, est-ce que c'est de l'art? Pour lui, clairement, c'est pas de l'art. Le design, c'est pas de l'art, et c'est même pas un mode d'expression. C'est pas un designer qui décide d'exprimer ses états d'âme, ses humeurs, etc. C'est une méthode, c'est une démarche créative, mais donc méthodique, c'est une méthode de travail qui peut être généralisée à tous les domaines. Ça, on l'a vu, hein, avec les... Vous vous souvenez, les lunettes, l'ordinateur, la voiture. Donc c'est très large, mais c'est une méthode de conception. Alors du coup, j'ai été voir aussi dans Robert. Ça, c'est une définition que j'aime beaucoup dans Robert. Le design, c'est une esthétique industrielle qui est appliquée à la recherche de formes nouvelles et adaptée appliquée à une fonction. Alors j'aime bien parce qu'il y a 4 choses dedans. D'abord, c'est une esthétique. Donc ça veut dire que c'est une mise en forme qui se veut harmonieuse, équilibrée, mais en tout cas, voilà, recherchée. Il y a une approche formelle recherchée. C'est industriel, on l'a vu, même si parfois l'artisanat intervient encore, donc c'est industriel. Des formes nouvelles, ça c'est important. Le devoir a une mission d'innovation. On cherche des nouvelles solutions. C'est très important. Vous venez de voir avec Céline une expo sur l'innovation. L'innovation, c'est le moteur du design. C'est ce qui fait que
des étudiants, des gens même qui travaillent avec leurs mains, continuent à chercher pour trouver de nouvelles choses. C'est pas facile parce qu'il y a déjà tellement de choses qui existent que bon. Et puis adapté à leur fonction, bah, ça reste le design, il faut quand même encore que ça serve à quelque chose. Maintenant, il faut voir à quoi ça peut servir. Et puis une dernière définition, après je vous lâche avec les définitions, on passera à autre chose. Ça c'est ma petite définition. En fait, c'est une archéologie du futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les objets qui nous entourent, hein, nos ordinateurs, nos voitures, etc., c'est ce qu'on va laisser de nous. C'est ce que dans 500 ans, les gens verront de nous, notre civilisation, notre société à cette époque-ci. Ils riront d'ailleurs beaucoup, mais ça leur permettra de voir ce qu'on était, où on en était au niveau technologique. C'était quoi les outils qu'on avait? Ah, ils arrivaient à faire des voitures électriques. Ce sera complètement dépassé. Dans 500 ans, ils vont rigoler en se disant qu'est-ce qu'ils faisaient mauvaise route, ceux-là. Et donc, où est-ce qu'on en est au niveau technologique, mais aussi quelles sont nos préoccupations politiques. On l'a vu avec Gaetano Pesce, vous vous souvenez, la MAMA, ce fauteuil-là. Là, il y a quelque part, hein, on est dans les années 60, les préoccupations politiques arrivent dans le meuble. Les préoccupations qu'on partage tous aujourd'hui, c'est, je pense, une préoccupation universelle, c'est le changement climatique. Vous allez voir, quand on va passer au design contemporain, aux dernières productions de ces dernières années, ça transpire dans les objets. On comprend qu'on est angoissé par ça et qu'on essaye de trouver des solutions. Et donc c'est pour ça que je dis aussi que le design est un laboratoire de recherche de solutions. On est confronté à toute une série de problèmes, et donc le design a un rôle à jouer là-dedans. Et vous allez voir, je vais analyser ici très rapidement, c'est quoi les problèmes qu'on vit aujourd'hui. Ce changement climatique, il est lié aux émissions de CO2. On l'a vu, le design est lié à l'industrie. Vous voyez que l'industrie, c'est 23% des émissions de CO2. Quand on dit 23%, il faut aller grappiller aussi dans les transports, parce que quand il faut créer un objet, il faut acheminer la matière première jusqu'à l'usine, de l'usine jusqu'à la société qui fait l'emballage, et puis jusqu'au magasin, et puis on dispatche un petit peu partout dans le monde. Donc, il faut les grappiller dans le transport, dans la production d'énergie évidemment aussi. Et pareil pour la consommation d'eau. Vous voyez que c'est l'agriculture qui en consomme le plus. Oui, mais l'industrie, le design, va aussi chercher des produits qui viennent de l'agriculture. Le coton, le lin, le cuir d'ailleurs aussi, certaines fibres, ça vient de l'agriculture aussi. Et donc face à tout ça, on se trouve quand même avec un problème. Et ce problème, il n'est pas nouveau. En 71 déjà, là il y a un texte fondateur qui est le rapport du Club de Rome. Le Club de Rome, c'était un club de gens très influents qui commande à un certain Denis Meadow, qui était prof au MIT, il lui commande une étude sur vers quoi est-ce qu'on va. Si on continue la croissance, l'évolution industrielle, hein, vous vous souvenez, qui a pu être vue comme un progrès à un moment, si on continue comme ça, vers quoi on va? Et sa conclusion, c'est qu'on va vers l'effondrement. Si la démographie continue à évoluer, si on continue à produire plus d'objets, si l'industrie continue à se développer en croissance comme ça, et donc elle va épuiser les ressources premières, la production agricole, il n'y aura plus de terrain, elle va baisser, les gens vont être affamés, la pollution va augmenter, et donc clairement, en 71, son constat, c'est halte à la croissance, c'est stop, on arrête, on ne peut pas aller plus loin. On peut continuer à produire des choses, mais cet idéal de produire toujours plus, donc une croissance illimitée sur une planète dont les ressources sont limitées, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équation. Et donc ça, on le sait depuis les années 70, et donc le design a un rôle à jouer, même si on a vu avec les Stark et compagnie que dans les années 80, 90, 2000, on a continué à produire allègrement comme si tout allait bien. Donc ici, je vous ai mis juste quelques livres de penseurs et de designers qui réfléchissent sur comment est-ce que le design peut faire la différence, comment des designers, comment des industriels peuvent changer notre façon d'être sur cette planète. Alors vous vous souvenez, Roger Talon, le designer industriel qui a donné sa définition du design de Larousse, qui disait c'est pas un mode d'expression. Moi je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que le design est une manière sublime d'exprimer certaines choses. Les designers le font très bien, ça reste un métier de création quand même, le design. Et donc le design peut notamment questionner ou dénoncer certaines situations. Comme le fait ici une toute jeune designer, c'est son travail de fin d'année, donc Cléa Di Fabio. C'est une petite installation, c'est un petit objet, et vous voyez, ce sont des petites pièces d'euros. Mais la valeur a été effacée. Et donc, techniquement, ça ne vaut plus rien. Sauf que c'est déclaré comme une œuvre d'art, et que du coup, ça vaut ce qu'on veut bien donner. Si Nicolas Billy veut donner 10 millions, comme tout à l'heure, pour la chaise, pour cette petite œuvre, eh bien, elle vaudra
les 10 millions. Donc c'est toute une dénonciation de la spéculation. Comme ceci, ici, ces deux magnifiques étrons de Hugo Merth. C'est un céramiste, donc c'est de la céramique recouverte à la feuille d'or. Et ça s'appelle, je ne sais plus comment, 347 460. Quelqu'un a une idée de ce que c'est? En fait, c'est un lingot d'or. C'est comme s'il avait transformé son lingot d'or en crotte comme ça. Et le prix du lingot d'or, au moment où il l'a fait, était de 347 000 euros. Voilà, donc encore une fois, un designer, ici un artisan, hein, c'est un grand artisan. Hugo Merth, on vend plein de très chouettes objets d'Hugo Merth à la boutique. Et donc Hugo Merth dénonce par son étron cette spéculation. Ça, c'est un projet aussi de fin d'études. Ça, c'est vraiment très fort. Je ne sais pas si certains ont vu l'expo sur la décroissance qu'on avait faite ici. On avait exposé ce projet. Toute jeune designer, en fait, elle s'est fait tatouer sur la peau les logos des marques qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas acceptables pour les travailleurs, qui travaillent dans la souffrance. Et elle a voulu faire sienne cette souffrance, et donc elle s'est fait tatouer à vif. Donc c'est un tatouage sans encre. Le rouge que vous voyez, c'est son sang. Et donc elle s'est fait sienne physiquement cette douleur en se faisant tatouer ses logos. Après, elle a porté un t-shirt où se sont imprimés les logos en sang. En fait, ce qui reste de la performance, c'est ça. Donc, c'est évidemment pas le t-shirt qui est important, c'est cette idée de, à un moment, une jeune étudiante en design textile prend conscience du fait que le système, ça va pas du tout. Et donc, elle dénonce ça dans son travail de fin d'année. Alors, c'est bien de constater, là, après, il faut, les amis, les designers, il faut réagir. Il y a 36 façons de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire de faire mieux en faisant moins, mais mieux quand même. Donc, par exemple, la simplicité volontaire. Alors, la simplicité, c'est vraiment... C'est pas nouveau, il y a des gens qui font des objets très simples. Ce qui est important dans l'industrie, c'est de réduire le processus, donc de rationaliser le processus de fabrication. Et donc ça, quand on fait des formes simples, ça va tout seul. La simplicité, il y a plusieurs sources d'influence et d'inspiration. Il y en a beaucoup qui s'inspirent du Japon, par exemple, qui est connu pour sa sobriété. Ici, je vous ai montré un autre exemple, ce sont des designers qui s'inspirent des shakers. Alors les Shakers, c'est un groupe dissident protestant qui s'est installé aux États-Unis et qui était très connu, enfin je dis était, il en reste quelques-uns mais très peu, très connus pour leur façon hyper austère de vivre et de se meubler. Donc ils vivaient avec presque rien, des meubles très très simples dans des intérieurs tout petits. Et donc là vous avez une série de designers qui ont produit dans la lignée des Shakers ces objets vraiment, c'est plus que du minimalisme, c'est vraiment juste l'essentiel. Ce sont des chaises typiques de shaker. Vous êtes comme si on est dans des intérieurs très petits, il faut gagner de la place et donc du coup, quand on a besoin des chaises, on les accroche au mur. Travailler en circuit court aussi, donc les productions locales, essayer de rationaliser le transport. Ici, c'est un projet d'une designer hollandaise, Christine Mendersma, qui a travaillé le lin. Vous savez que les Pays-Bas étaient un grand producteur de lin, produisait du lin et qui le transformait aussi. Il y avait une tradition de fabrication de textiles. Et donc aujourd'hui, une grande partie de la production du lin part en Asie, et donc c'est plutôt transformé et industrialisé en Asie. Et puis ça revient chez nous. Et donc elle, ce qu'elle s'est dit, c'est moi je vais faire une production où on fabrique de A à Z chez nous. Et c'est une chaise en lin. Donc c'est une fibre de lin qui est plongée dans une résine naturelle, elle fait des panneaux à plat, qu'elle arrive à cintrer pour faire le siège. Et vous voyez la découpe des pieds, en fait c'est l'arrondi du dessus. Donc dans sa plaque de lin, elle arrive à découper et les pieds et l'assise. Donc en plus c'est rationnellement au niveau de l'économie de la matière, il n'y a pas de déchets avec cette chaise. Circuit court aussi, ça c'est Studio Simple. Ce sont des Hollandais aussi, et donc eux ils travaillent avec le bois de la forêt d'à côté, donc le bois qui est tombé. Alors d'une part ils font des objets, comme on voit là, tout très simple. Mais ce qui est chouette aussi, c'est qu'ils font leurs propres outils. Donc là, c'est je ne sais plus ce que c'est cette machine-là, c'est pas un tour, ils avaient fait un tour aussi. Mais en tout cas, c'est un de leurs outils qui leur sert à travailler le bois local. BC Materials, c'est un collectif d'architectes et aussi de chercheurs qui utilisent, ils sont à Bruxelles, et ils utilisent les terres d'excavation. Donc, quand ils sont sur un chantier, donc la terre qu'on va sortir pour excaver
pour faire les fondations, eh bien, au lieu de la mettre dans un camion pour aller la déverser ailleurs, eh bien, on va l'utiliser sur place pour faire des matériaux de construction qui peuvent être des panneaux d'isolation mélangés avec de la paille, des briques carrément ou différents éléments. C'est vraiment un groupe d'architectes intéressant à suivre. Le recyclage, ça, on peut vous donner des milliards d'exemples, il y en a beaucoup dans la presse aussi. Là, vous savez par exemple que nos océans sont pollués par ces microplastiques qui, avec les courants, se rassemblent là dans ce qu'on a appelé le 6e continent, tellement c'est grand, c'est une espèce de flaque énorme de petits microplastiques. Le studio ici, c'est Studio Swine, qui a été récolté, ils sont partis avec un bateau de pêche et ils ont récolté tous les petits plastiques que les pêcheurs ramenaient dans leur filet. Ils ont trié par couleur et puis ils ont fondu ça, ils ont produit des objets avec ça. Bon, ça c'est un de leurs tabourets, pas le plus beau. Ça c'est un autre projet qu'ils ont fait dans les rues de Sao Paulo, ils ont ramassé toutes des canettes, ils ont créé une espèce de petit four ambulant qui tirait avec eux comme ça. Dans le four, ils font fondre des canettes. Et puis l'aluminium liquide, ils le versent dans un moule et après voilà, ça fait un petit tabouret. Alors plus près de chez nous, Studio Plastique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Studio Plastique. Ce sont 2 designers qui sont basés à Bruxelles. Et là en fait ils ont travaillé sur la récupération des verres des électroménagers. La vitre du micro-ondes, la vitre de la machine à laver. Et donc ils récupèrent cette matière-là, qui d'habitude, ça part aux déchets, c'est cramé. Ils en font une pâte de verre, voilà, ça c'est ce que ça donne. Et à partir de là, ils peuvent créer des objets, un vase par exemple, on en vend d'ailleurs ici à la boutique, ou des carreaux. Donc ça c'est un projet qu'ils ont fait avec Snoeta, qui est un collectif d'architectes assez connu. Et donc ils ont créé des carreaux, des carrelages de verre, c'est un tout petit peu transparent, un peu vert, comme ça en fait c'est magnifique. Pour l'instant, c'est encore un projet expérimental, et vous allez voir qu'il y a plein de projets où on se rend bien compte qu'on est un peu dans... C'est de l'utopie, on se dit ça ne marchera jamais. Et en fait, on voit que ça marche, mais il faudrait que ce soit développé à plus grande échelle. Sinon, ça reste des petites initiatives comme ça. Enfin, il faut bien que quelqu'un réfléchisse à cette petite initiative au début pour éventuellement donner envie à des industriels de s'emparer du sujet et d'avancer plus là-dessus. Alors, les low-tech. Donc l'idée de travailler avec le moins possible, d'utiliser le moins possible de ressources, de consommation d'énergie, de ressources, et donc de travailler un peu à la débrouille. Il y a un mot qui existe en Inde qui s'appelle le Yugad. Et le Yugad, c'est le plan B. En fait, c'est vraiment quand on n'a rien et qu'on est obligé de trouver des solutions avec presque rien, voilà, c'est le plan débrouille. Vous voyez est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est, Cécile? Oui, c'est fait avec du plastique et en fait c'est un climatiseur. Alors, oui, donc en fait vous voyez, c'est une image qui a été prise au Bangladesh. Donc ils ont des maisons en tôle comme ça où il fait 35 degrés à l'intérieur, c'est absolument invivable. Si on met des vitres, il fait encore plus chaud. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'au niveau des fenêtres, ils mettent cette espèce de plaque qui est perforée. Et dans les on ne voit pas très bien, mais dans les perforations, il y a des embouts de bouteilles en plastique qu'ils ont récupérés dans les déchets. Donc avec la partie large, la bouteille elle est coupée en deux, la partie large à l'extérieur et le goulot à l'intérieur. Et en fait, quand l'air s'engouffre par un orifice grand et qu'il ressort par un orifice plus petit, la température baisse de 5 degrés. Et en fait, vous pouvez faire l'expérience, c'est un phénomène physique, c'est lié à l'effet Venturi. Vous pouvez faire l'expérience. Si vous soufflez avec une grande bouche sur votre main, et puis vous allez souffler avec une petite bouche, vous allez voir, vous le sentez sur votre main, la différence de température. Voilà, c'est aussi simple que ça, et donc ça leur coûte rien du tout, c'est fait avec des déchets, mais ça permet de refroidir les intérieurs de maison jusqu'à 5 degrés. Je peux vous dire qu'à 35 degrés, ça fait quand même du bien, même si c'est pas grand chose, c'est quand même 5 degrés en moins. Alors ça, c'est un peu pour le gag, c'est l'école L'Écale, donc dans l'idée des low-tech, donc de réhabiliter la mécanique, on n'utilise pas beaucoup de consommation énergétique. Et donc c'est une fabrique à Bonnet.
Vous voyez le petit rouleau rouge là au-dessus? Donc ça c'est de la laine et en fait ça sert à fabriquer le bonnet du monsieur. Et c'est une tricoteuse. En fait une tricoteuse c'est vraiment une mécanique hyper simple hein, pour tricoter. Il faut juste l'actionner. Et là il n'y a pas de prise, rien du tout. Et on s'installe et on se balance. Les mouvements de balancer actionnent la tricoteuse et donc on se balance toute la soirée et puis on se tricote son petit bonnet comme ça. Voilà. Encore une fois, c'est du délire d'étudiant. Ceci dit, la machine elle marche. On l'a eu ici donc ça fonctionne. Donc on se dit bah pourquoi pas. On va tous faire nos bonnets comme ça en se balançant. Ça vous l'avez vu avec Céline. Hein, c'est la cuisine low-tech d'Audrey Vigo. Je ne vais plus m'apesantir dessus puisque vous l'avez vu. Et puis il y a quelque chose aussi chez les designers, lutter contre l'obsolescence programmée. Vous savez qu'il y a encore quelques années, les ingénieurs et les designers avaient un cours d'obsolescence programmée. Ils devaient apprendre à fabriquer des objets qui tombent systématiquement en panne pour que vous soyez obligés d'en acheter d'autres. Et surtout faire en sorte que votre machine elle est composée de composants que vous ne pouvez pas remplacer, que vous ne pouvez pas réparer, que vous ne pouvez pas bidouiller avec une autre machine. C'est fait exprès. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Vous avez vu que la loi a changé d'ailleurs. Hein. Donc maintenant, il y a des garanties obligatoires, mais on apprenait vraiment aux designers, il y a encore quelques années, c'était pas comme ça il y a 50 ans. Hein. Les machines à laver de 50 ans, les vieilles, celles-là, elles duraient 50, 60 ans. Celles que vous achetez aujourd'hui, je vous prie croire qu'au bout de 3 ans, vous pouvez la remplacer. Et donc ici, il y a simplement un designer, enfin, ils sont même deux, qui ont créé une machine à laver qu'ils appellent l'increvable. Mais on a la technique pour le faire. Hein. Donc l'idée, c'est qu'elle ne va jamais tomber en panne. La technique existe pour ça. Et que si elle tombe en panne, elle est réparable. Les composants font que on a des composants qui sont disponibles partout dans le monde et qui font qu'on peut simplement changer la petite pièce défectueuse plutôt qu'acheter une toute nouvelle machine. C'est aussi le sujet d'un travail de fin d'année de Thomas Vilias, designer belge. Il a fait son travail à la Cambre. Et donc c'est l'idée d'avoir, vous voyez, dans le petit boîtier là, du presse-agrumes électrique, tous ces petits composants. L'idée, c'est de faire des composants universels. C'est-à-dire que si vous achetez Electrolux ou vous achetez Alessi, par exemple, eh bien, si ça tombe en panne, vous allez à la quincaillerie du coin et vous remplacez simplement la petite pièce défectueuse. Bon, après, il faut apprendre comment ça marche. Bon, moi, je ne saurais pas le faire. Bon, moi, je suis condamnée à être victime de l'obsolescence programmée. Et ça ici, c'était pas bête non plus, c'est une designer de Taïwan qui a étudié à la Design Academy de Eindhoven. À Eindhoven, cette académie, ils font des trucs complètement fous. Et donc elle est partie du principe qu'on a nos armoires bourrées d'électroménagers, de machins qui fonctionnent avec des moteurs, alors qu'en fait un seul moteur pourrait faire plusieurs fonctions à la fois. On n'aurait à produire qu'un seul moteur. Et donc elle imagine cette espèce de petit moteur, ça c'est la base, vous voyez le module, là, blanc et noir, auquel vous venez plugger ou un machin pour faire ventilo, ou un autre, une résistance électrique pour faire la bouilloire électrique. Il y a un autre embout, c'est sèche-cheveux. Et donc en fait avec le même moteur, vous arrivez à faire plusieurs fonctions. Alors une chose qui est en train de changer très très fort aussi, qui n'est pas neuve non plus, c'est qu'on adopte des nouveaux modèles économiques. Je vous montre un exemple assez ancien. Donc, vous savez, quand la plupart des designers, le grand réflexe, c'est quand ils ont une bonne idée, ils protègent, ils brevettent. Hein, on passe un brevet, on protège son dessin, on protège l'originalité, c'est mon projet. Et donc ils gardent ça bien pour eux. C'est en train de changer. Et alors déjà, dans les années 70, un designer italien, Enzo Mari, grand designer, crée la révolution avec cette chaise qui a l'air toute bête. Et effectivement, c'est parce qu'elle est toute bête qu'elle est révolutionnaire. En fait, c'est déjà un grand designer connu, très cher, etc. Il a une expo à la galerie Milano, à Milan, et il décide en fait de ne rien exposer, si ce n'est qu'il publie les plans de mobilier qui est comme ça, qu'il a dessiné, qui est tout simple, que vous pouvez faire avec des bouts de bois standards, des vis que vous achetez au Brico du coin. Et en fait, tous les visiteurs, ils leur disent, vous savez quoi, faites-le vous-même, je vous offre les plans. Et donc il va complètement, il prend le contre-pied de l'industrie et du système capitaliste, puisque là c'est juste offert, c'est faites-le vous-même. Vous pouvez garder les plans si vous pouvez faire mieux, améliorer le plan. Libre de faire tout ce qu'on veut avec ces plans. On a d'ailleurs, c'est Céline qui conserve ça à la bibliothèque, on a ce petit livre, les éditions Coraini.
avec tous les plans. Et on a fait ici, l'équipe technique a fait dans notre menuiserie ici 2 chaises de la série d'Enzo Mari. Et donc c'est ce qu'on va appeler l'ancêtre de l'open source. Alors l'open source, on avait entendu parler peut-être en musique ou en design ou que sais-je. Donc c'est l'idée de mettre gratuitement en ligne les plans de quelque chose pour que quelqu'un d'autre se les approprie et refasse la même chose. Ici, Open Structure, c'est un collectif qui a un site internet. Et sur le site, eh bien, ils imaginent des plans pour faire tout et n'importe quoi, de nouveau sur le principe d'avoir des éléments de base qu'on peut acheter à la quincaillerie du coin. Donc ça, vous voyez, c'est un percolateur avec une simple bouteille en plastique pour faire le contenant d'eau, un bel tuyau qui sert pour le chauffage ou pour tout ce que vous voulez, le petit truc là, en fait, c'est hyper simple à faire. Et donc l'idée, c'est faites-le vous-même. Hein, l'open source est souvent lié au do it yourself. Et donc plutôt que de dire oh moi je fais mon percolateur, je touche mes royalties, c'est non, j'ouvre à tout le monde. Donc cette économie de la générosité, elle est en train d'évoluer aussi. Et là où on l'a vu très fort, c'était pendant le Covid. Il y a eu plein d'initiatives où, vous vous souvenez des respirateurs qui avaient été détournés, il y avait du hacking, il y avait des designers qui avaient des designers, ou même juste des bricoleurs, hein, ou monsieur et madame tout le monde, juste quelqu'un qui a eu l'idée de détourner, je ne sais plus quel matériel de plongée de chez Decathlon pour faire des respirateurs. On était en manque de tout, de masques, de vêtements de protection, de respirateurs, et donc l'idée c'est de dire, regardez, en faisant comme ça, voilà ce qu'on peut faire. Il y a eu ça un peu dans tous les pays. En Flandre, il y a eu Creative Designers tegen Corona, donc des designers qu'on a ici dans notre collection, hein, et donc qui ont tout simplement créé, pour pouvoir produire des masques et des vêtements de protection en quantité, ils ont mis en ligne des modèles très très simples en disant voilà, vous pouvez faire ça chez vous, vous, monsieur et madame tout le monde, voilà, on vous offre les plans, voilà comment le faire de la meilleure façon. Alors, rechercher des nouvelles sources d'énergie, puisque, bon ben voilà, on sera dans très peu de temps à court de pétrole, de gaz, de métaux rares, etc., de terres rares. Comment est-ce qu'on va faire tourner l'industrie? Comment est-ce qu'on va transformer la matière? Alors, il y a des gens qui cherchent, hein, dont Marcus Kaiser, ça c'est un projet que j'adore. Il a créé cette machine, on dirait presque un truc à la Jules Verne, c'est entre le high-tech et les low-tech. Ça a l'air d'être bricolé comme ça, mais en fait, il y a une technologie assez sophistiquée derrière. Donc, vous voyez, sa machine, elle est composée, l'écran carré que vous voyez là, en fait, c'est une loupe. La loupe, elle va servir à ce que les rayons du soleil passent à travers et viennent taper sur, vous voyez le petit bac blanc en dessous, les rayons du soleil viennent taper, vous le voyez sur la photo, sur ce bac qui est rempli de sable. La chaleur du rayon de soleil concentré, en fait, fait chauffer le sable, la silice du sable. Et qu'est-ce que ça fait du sable, la silice fondue? Du verre, exactement. Et en fait, il y a un dessin, donc vous voyez là, il est à l'abri, il est en train de chipoter sur son ordinateur, donc lui, il conçoit une forme. Ici, on va voir une forme toute simple. Ça, c'est une forme plus sophistiquée, mais conçoit la forme d'un bol. Et donc, il met ça dans son ordinateur. Les rayons du soleil viennent taper. Le bac avec le sable bouge. Il est alimenté par des panneaux solaires, hein, vous avez vu. Le bac bouge et donc il est soumis à différents endroits à ce rayon du soleil. Ça fond et en fait, ça forme le bol qui est là. Alors, encore une fois, on se dit, bon, enfin voilà, c'est un type qui s'amuse tout seul dans le désert, mais l'idée est géniale. L'énergie du soleil, elle est là, elle est gratuite, elle est disponible à l'infini. Le sable, c'est jamais à l'infini, mais il y en a quand même en quantité, on n'en fait rien. Si vraiment un industriel se mettait à réfléchir sérieusement à ça, au principe, je ne dis pas qu'il doit faire des bols, hein, on a peut-être déjà tous assez de bols, mais c'est quand même se dire, allez, il y a des sources qui sont quand même plus durables que celles qu'on utilise sans réfléchir. Dans la recherche de nouveaux matériaux, il y a de tout. Il y a des choses fantastiques. Ce que je trouve génial, c'est qu'on se rend compte qu'on a inventé beaucoup de matières synthétiques, mais en fait, les matières les plus incroyables, avec des propriétés les plus folles, elles existent déjà, elles sont dans la nature. Ici, cette petite architecture, quelqu'un a une idée de ce que c'est? C'est de la soie. Et donc, c'est une architecture qui a été faite par des vers à soie, qui ont tissé leur cocon comme ça autour d'une architecture. C'est un projet qui a été développé par des étudiants du MIT. Autre matière formidable, c'est la toile d'araignée. C'est hyper résistant. Hein. Voilà, on va vous expliquer Spider-Man. Ça, c'est le premier bracelet de montre qui a été fait entièrement en toile d'araignée.
Et ceci aussi, donc cette cape, c'est de la toile d'araignée. Elle appartient au V&A à Londres, donc c'est dans les collections publiques. C'est magnifique, c'est hyper résistant, comme vous pouvez l'imaginer, ça a plein de vertus, par contre ça a mis 8 ans. Et donc souvent on trouve des idées géniales et on est très souvent confronté à des histoires de temps. On est pressé, on veut tout de suite. Et donc forcément, il y a un coût qui est lié à ça aussi, et ça c'est une vraie problématique. Attendre 8 ans, on ne peut pas en produire beaucoup, forcément la valeur de l'objet augmente. Il n'y a pas de solution simple, malheureusement. Alors ça, Brigitte connaît. C'est vous qui nous expliquez. Mais toujours dans cette idée de... toujours dans cette idée de collaboration entre la nature et l'humain, et faire confiance à ce qui existe déjà dans la nature. Ça, c'est le travail de Thomas Libertini, un designer, je crois qu'il est polonais. Et donc, en fait, dans la ruche, il installe une forme en métal, ici le vase, et ce sont les abeilles qui viennent construire, en fait, le vase en miel tout autour. C'est une autre façon de faire. Ça ne va pas sauver la planète non plus, hein, mais... Bon, et alors le mycélium. Est-ce que vous avez déjà lu des trucs sur le mycélium en tant que matériau? Ah, tu dis? Non, mais je connais les en tant que matériau qu'on peut utiliser pour le design. des choses. Ouais. Eh bien, on voit ça de plus en plus, et moi je dois dire que ça fait des années que je vais dans des jurys de fin d'année d'école, et ça doit faire au moins 15 ans que tous les étudiants, chaque année, ils produisent des objets en champignons, comme ça, en mycélium. Donc dans les racines des champignons, c'est hyper résistant, et ils arrivent à en faire une matière, et donc ils font des objets, des tabourets. Bon, ici on voit des lampes, ça a une esthétique un petit peu spéciale, mais je vous dis, on va devoir... Le design étant le reflet de nos préoccupations, nos préoccupations, elles sont un peu angoissantes, les formes changent, elles sont parfois un peu angoissantes aussi. Et donc, ça fait au moins 15 ans qu'il y a cette idée de faire des choses en mycélium, et pourtant ça ne marche pas. Il n'y a pas un éditeur comme Vitra ou Ikea, il n'y a pas encore rien vu qui est sorti en mycélium. Alors bon, là on a les lampes, déjà il faut aimer cette esthétique, et ça c'est un tabouret. Et donc bon, je crois que c'est pas évident d'avoir un tabouret en champignons, peut-être une résistance psychologique aussi d'aller mettre son pet sur un truc en champignons. Enfin, donc voilà, pourquoi certaines idées marchent et d'autres pas? Il y a parfois des résistances psychologiques. Par contre, le mycélium, moi j'y crois beaucoup en architecture, notamment pour faire des panneaux d'isolant. Donc c'est un matériau qui est beaucoup plus sain. Et donc ici, ce que vous voyez, c'est une photo du pavillon belge à la Biennale d'architecture de Venise en ce moment. Et donc là, ils ont vraiment réfléchi à toute une construction dans ces panneaux de mycélium. Et donc là, il y a déjà des choses qui existent, qui sont commercialisées. Donc là, je me dis pourquoi pas. Le tabouret et les lampes, je vous avoue que j'y crois pas trop. Mais c'est important de continuer à chercher quand même. Idem pour les algues. Ça aussi, on en parle de plus en plus. En fait, il y a beaucoup de designers qui réfléchissent à la matière algue. Pourquoi? Parce que là aussi, en fait, il y a des espèces d'algues qui sont invasives et qui sont beaucoup plus durables et renouvelables que les matériaux qu'on utilise. Et regardez, là par contre, je trouve que ça fait une très très belle matière, un petit peu transparente comme ça. C'est aussi résistant que le plastique, ça se lave. Et donc, plutôt qu'utiliser du plastique pour faire ses contenants, pourquoi pas des algues? Et alors l'idée de réconcilier l'artisanat et la technologie, tout au long de l'exposé, vous avez vu qu'on a croisé parfois dès le moment où on a parlé de l'industrie, on a vu que l'artisanat n'avait pas été éliminé pour autant et qu'il y a encore des choses qui se font. Alors, donc, par exemple ici, c'est un service magnifique, on en a quelques-uns dans la collection, si je ne me trompe pas. C'est Andrea Branzi, grand designer italien. Et donc ça, on peut dire que c'est de l'artisanat ou des arts appliqués ou de l'art. Je trouve qu'il ne faut pas mettre les objets dans des catégories, in fine. Ce qui compte, c'est que l'objet, il est magnifique. C'est super beau, c'est de l'argent avec du bois de bouleau. C'est vraiment un travail absolument super. Et là où je trouve que ça devient encore plus intéressant, c'est quand l'artisanat et le fait main se combinent avec les high-tech. Ce que vous voyez là, c'est une lampe. On en a exposé un modèle il y a déjà quelques années. Donc c'est une structure en cuivre, le cuivre étant conducteur d'électricité. Sur cette structure, vous voyez qu'il y a des petites lampes, des petites LED. Et les petites LED, vous voyez ce que c'est, ce sont des fleurs de pissenlit. Et en fait, chaque petit poil, graine de pissenlit a été collé à la main sur les LED.
c'est par centaines de milliers de petits... Je trouve cet objet d'une poésie dingue. C'est un objet qui s'appelle Fragile Future. Beaucoup aussi. Ça, c'est aussi un projet intéressant, les Unfold. Ce sont deux designers belges, c'est un couple, des gens d'Anvers. Et donc, ils sont partis, ça s'appelle l'artisan électronique, leur installation. Ils sont partis de l'idée du tour de potier, mais un tour de potier virtuel. Et donc, on voit dans, si vous prenez la photo du milieu, en fait, c'est l'ordinateur vous conçoit une espèce de cylindre, comme ça, virtuel. Il tourne devant vous, ça c'est le programme que vous voyez là, et vous venez avec votre main, vous voyez, vous passez la main dans le cadre dans lequel il y a un capteur, il y a un laser, là vous voyez, et en fait, vous venez, donc la terre virtuelle tourne comme ça devant vous, et vous venez toucher les contours, de façon tout à fait imaginaire, mais le capteur voit où passe votre main, et du coup, ça impacte le dessin qui est en train de tourner devant vous. Alors bon, la dame à gauche, elle n'a pas encore la main, donc son vase est un peu scabreux, et donc vous voyez que là, on arrive à faire des formes, et après, on arrête le programme, on a le vase, et puis on imprime en 3D. Et voilà, donc là, on est absolument donc, dans l'impression 3D, dans un tour de potier numérique, mais en même temps, on est quand même dans le retour de la main. On sent qu'on a besoin de ça, le retour de l'humain dans les productions qu'on crée aujourd'hui. Ça, c'est assez difficile à comprendre. Enfin, ça fait des objets sympas. C'est Amandine David, une jeune designer française qui habite à Bruxelles, et donc qui travaille avec des algorithmes. Donc, elle travaille sur l'idée que l'informatique, c'est toujours un code binaire, c'est toujours 0 ou 1, 0 ou 1. Et en fait, c'est son ordinateur qui lui donne un motif qu'elle va tisser par la suite. Donc, l'idée, c'est elle qui tisse à la main, mais l'idée derrière, le motif, a été dessiné par un algorithme. Et puis, je terminerai par ceci. Donc, ça, c'est, encore une fois, ça c'est de l'artisanat pur, ça, c'est du fait maison. Et pourtant, c'est un grand designer, c'est Ronan Bouroulec, mais c'est ce qu'il a fait pendant le confinement. Il s'est retrouvé, comme nous tous, à bricoler chez lui parce que ses outils de designer, ils n'étaient pas dispo, il ne pouvait pas aller à l'usine. Et donc, voilà, il avait besoin d'un tabouret, il a fait son tabouret. Et donc, ça, c'est toute l'idée du fait qu'on peut tous, à un moment, être designer, concepteur de quelque chose, imaginer, donner forme à quelque chose. Et je termine là-dessus parce que c'est le thème de notre prochaine exposition, Homemade, qui s'ouvre le 14 octobre, ici dans le magasin au Foin, et j'espère que vous viendrez la voir. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'avant l'apéro, vous avez des questions? Vous êtes tous assoiffés. Dans ce cas, je remercie en tout cas Céline pour la visite guidée de tout à l'heure et mes collègues qui ont préparé l'apéro qui va être servi juste ici à la cafette d'à côté. Voilà, bonne soirée à tout de suite.